Bonsoir à vous et ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro d'Au Quotidien en ce jeudi soir. Au programme dans quelques instants le journal, la météo et puis à 18h45 on fera la rencontre de Yago, un Espagnol qui est en volontariat européen chez nous en Sarthe. On lui posera plein de questions sur sa vie en Espagne et sur ses impressions après ces quelques mois passés chez nous. Tout ça c'est dans un petit quart d'heure mais pour démarrer c'est le journal. Un journal présenté ce soir par Laure Girard. Bonsoir chère Laure. Bonsoir Aurélien, bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition, un nouveau geste barrière qui ne fait pas du tout l'unanimité. Une entreprise implantée en Sarthe imagine de proposer des bracelets électroniques anti-rapprochement à ses salariés pour éviter la transmission du Covid. Une idée qui fait débat. Et puis le deuxième RIMA à l'honneur dans ce journal, une cérémonie marquant la création de la force Richelieu et célébrant les départs en opération extérieure s'est tenue au camp d'Auvour ce jeudi. L'invité de ce journal, Julien Christofoli, co-secrétaire du SNUIPP FSU, syndicat enseignant. Les enseignants étaient dans la rue cette semaine. Il nous expliquera les raisons de leur colère et de leurs inquiétudes. Mais on ouvre ce journal avec des inquiétudes, celles des salariés de l'usine Renault du Mans. Un plan de départ volontaire est proposé à 377 salariés. Le site compte 2400 salariés et intérimaires en tout. Plan de départ volontaire dans le cadre d'un plan national qui vise à réduire massivement les coûts. À l'international, quelques 15 000 postes seront supprimés. En France, 4 500 emplois sont menacés. Aucun site de l'Hexagone n'est épargné. On écoute Christophe Janvier, le secrétaire général du syndicat CGT Renault du Mans. Ce n'est pas la direction qui nous les infos, c'est nous qui avons posé les questions sur le nombre de salariés potentiellement éligibles à la rupture conventionnelle qui va s'effectuer sur le site du Mans. Donc ce sont 377 personnes qui sont potentiellement éligibles à ce plan de rupture conventionnelle. Après, aujourd'hui, on n'a aucun chiffre sur le nombre de gens concernés. On aura une information tous les 3 mois. Alors c'est essentiellement c'est ce qu'on appelle le tertiaire et l'ingénierie qui sont impactés. Ouais. En voilà une idée des boîtiers anti-rapprochement pour faire respecter les gestes barrières aux salariés. Oui, c'est une idée qui émerge au sein du groupe européen eCity. Un boîtier porté à la ceinture ou dans la poche qui émettrait un son, une lumière ou une vibration en cas de non-respect des 2 mètres de distance entre 2 collègues. À vibrer, l'un des sites de production eCity qui fabrique des produits d'hygiène médicale sera peut-être bientôt concerné. Si rien n'est encore acté, la décision d'une telle mesure passe mal auprès des syndicats et des travailleurs. Margot Bianco. La santé au travail, c'est un pilier fondamental chez eCity. À l'ère du Covid, le groupe avance une idée étonnante pour préserver ses salariés, le port d'un boîtier anti-rapprochement. L'entreprise, en fait, devait explorer toutes les solutions possibles pour continuer justement dans ce processus d'amélioration continue qu'on a chez eCity, de tester, d'explorer toutes les options possibles qui permettraient de encore mieux protéger la santé des salariés. Et donc c'est là-dedans que s'inscrit ce dispositif potentiel, mais qui aujourd'hui n'est qu'à l'état d'étude, absolument pas à l'état de mise en œuvre, où on est vraiment à l'état d'étude. Et la manière dont on souhaite le mettre en œuvre, ou en tout cas l'étudier, c'est de le faire de manière co-construite avec les représentants du personnel et les syndicats. Le dispositif n'est pas encore au point, mais eCity assure que le boîtier ne sera pas porté autour du cou, ni doté d'un tracker GPS. Le représentant du personnel pour le site de Vibray s'inquiète du traitement des données. Il rapporte qu'une large majorité d'employés se dresse contre ce procédé infantilisant. On est vraiment sur cette problématique-là, différente de celle que le groupe avance, qui est un système de prévention, mais prévention, je veux dire, quand on est positif, on déclare à la sécurité sociale, on se déclare et ensuite il y a la recherche des cas contacts. En France, il y a également l'application, si on veut l'utiliser, qui existe. Donc il n'y a pas besoin d'avoir un système supplémentaire qui pourrait, dans le futur, dériver vers d'autres systèmes qu'on pense plus autoritaires. Je veux dire, on a un peu l'impression d'être dans 1984 avec Big Brother qui veut surveiller tous les mouvements des salariés. Et ça, c'est pas possible. Pas encore formalisé, mais déjà pré-réservé. eCity France espère trouver un site volontaire pour tester le système anti-rapprochement.
Un point sur la situation sanitaire. La progression de l'épidémie de Covid se poursuit, Laure, encore et toujours dans la région. Avec un taux d'incidence de 227,2, le nombre de nouveaux cas positifs dans la semaine sur 100 000 habitants, et 8,1% en taux de positivité, c'est-à-dire le pourcentage de cas positifs sur l'ensemble de la population testée. Eh bien, le département de la Sarthe est le plus exposé au Covid-19. Autre chiffre qui vient de tomber, 7 patients Covid ont été admis au centre hospitalier du Mans ces dernières 24 heures. C'est la première fois que ça arrive depuis le début de l'épidémie. Une situation critique selon Olivier Bossard qui comptabilise 88 patients en tout. Le service est proche de la saturation. Un dernier chiffre, 10 624 personnes ont été vaccinées en Sarthe à ce jour. Allez, place à l'invité de ce journal ce soir, c'est Julien Cristofoli, le co-secrétaire du SNUIPP-FSU de la Sarthe. Merci d'être avec nous, Julien Cristofoli. Dans ce contexte d'épidémie, les syndicats organisaient une manifestation et une journée de grève mardi 26 janvier. Un mouvement qui n'a pas été suivi massivement, notamment dans la rue. Est-ce que ça traduit une fatigue générale des enseignants, Julien Cristofoli ? Oui, une fatigue, une inquiétude, une absence de perspective, une impossibilité de se projeter. Donc ça fait quand même plusieurs semaines qu'on pensait bien que ce mouvement qu'on a initié fin novembre n'allait pas prendre la mesure de ce qu'on escomptait. Pour autant, dans la rue mardi, on a vu une diversité extrêmement rare allant de la toute petite section à l'université, avec des étudiants, des AESH, des personnels des écoles, donc c'est-à-dire des personnels municipaux, du périscolaire, de la cantine, en plus des enseignantes et des enseignants. Ça, c'est quelque chose qui nous semble témoigner d'un malaise généralisé de nos conditions de travail, de l'absence de moyens humains. Vous venez d'en parler à l'hôpital, c'est très inquiétant. On vit quelque chose d'analogue et qui nous inquiète énormément pour la suite, d'où une difficulté à mobiliser. Il y a des demandes contradictoires de la part de votre hiérarchie qui vous demande d'encadrer au maximum cette épidémie et c'est bien normal dans les classes, mais vos collègues, vos confrères disent qu'ils ont un manque de moyens vraiment pour le faire ? Mais oui, en 2 ans, la directrice académique a par exemple supprimé 17 postes de remplaçants dans le département. En ce moment, des remplaçants, on en a cruellement besoin. Donc vous voyez, c'est ce genre de choses, c'est-à-dire devoir respecter un protocole avec des enfants à qui en fait on demande de respecter des règles extrêmement difficiles. Vous l'avez montré dans votre reportage, il y a des entreprises où les patrons envisagent de mettre des systèmes coercitifs. Est-ce qu'on devrait passer par ce genre de système pour faire respecter un protocole ? Évidemment que non, mais parce qu'on a affaire à des élèves qui sont des enfants et que tout ça nécessite des moyens, du temps, de la compréhension, et on ne l'a pas. Et vous parliez de chiffres, la nouvelle carte scolaire, celle qui est envisagée pour 2021, vient d'être publiée. Alors il va y avoir une baisse énorme dans toute l'académie des Pays de la Loire, également en Sarthe. 4 426 élèves de moins dans le premier degré en 2020. Dans l'académie, 2 500 élèves prévus en moins en 2021. Et pourtant, au niveau académique régional, 59 postes d'enseignants vont être accordés par le ministère. La Sarthe perd aussi des élèves, 682, mais va gagner 5 postes dans le premier degré. Vous pouvez vous réjouir de ces postes amenés malgré la baisse d'élèves ? Non, je ne me réjouis pas pour une raison simple, c'est que c'est un peu comme toute la politique de ce gouvernement en ce moment, c'est une politique de faux-semblants. Alors effectivement, si on prend les chiffres comme ça, sans plus d'informations, on se dit, bon voilà, on a de la chance. On a des postes en plus alors qu'on a des élèves en moins. Il y a des mesures que le ministre a prises qui ne sont pas financées. De l'augmentation de décharges pour les directeurs et directrices qui ploient sous la charge administrative, qui ne permet pas de faire mieux fonctionner l'école pour autant, mais aussi des mesures comme le dédoublement des grandes sections. Et tout ça, quand on les comptabilise, on est déjà au-delà des 5 postes octroyés. Ce qui signifie, et très au-delà, ce qui signifie mécaniquement qu'il va falloir fermer des classes. Fermer des classes, c'est-à-dire reconcentrer des élèves dans un temps de pandémie. Nous, ça nous semble être une très étrange façon de soutenir l'éducation nationale. Alors, un dernier mot sur le masque à l'école dès 6 ans, obligatoire depuis novembre. Un premier bilan, peut-être ? Alors, je ne ferai pas de bilan, en tout cas des observations, c'est-à-dire que c'est à la fois un geste à apprendre aux élèves, et ils le font du mieux qu'ils peuvent, mais aussi une difficulté en tant que praticien à devoir gérer toute la journée des rappels. Des rappels qu'il faut à la fois faire de façon circonstanciée, mais pas non plus banaliser. Et puis, avoir toujours en tête qu'on a affaire à des enfants, que les règles c'est important, mais que le sens des règles l'est encore plus. Et que, en plus, pour les élèves qui ont déjà des difficultés
à être dans un groupe, à se conformer à des règles, le masque est quelque chose qui entraîne encore plus de difficultés dans l'espace classe. Et pendant qu'on gère le problème du masque, on ne gère pas les apprentissages. Vous voyez, ça fait beaucoup de choses à gérer en ce moment. Merci Julien Cristofoli d'être venu parler de ce malaise dans le corps enseignant en ce moment. Branle-bas de combat au 2e régiment d'infanterie de marine. Les Marsouins se déploient sur 3 théâtres d'opération au Sahel pour lutter contre les groupes terroristes qui agissent dans la région, au sud Liban pour assurer le maintien de la paix avec les forces internationales et à l'intérieur, en Guyane, pour appuyer les forces de sécurité dans la lutte contre l'orpaillage illégal. Le reportage d'Anthony Piton. Le 2e régiment d'infanterie de marine est comme un seul homme. Dans quelques heures, des centaines de soldats vont être déployés en opération extérieure. Une partie du régiment va rejoindre le Liban pour participer à la surveillance du cessez-le-feu. D'autres rejoindront le Sahel et l'opération Barkhane pour lutter contre le terrorisme. Toute personne qui s'engage dans l'armée espère partir au plus tôt en mission. Comme moi, je me suis engagé il y a maintenant 1 an et je pars directement en projection. C'est pour moi une très grande fierté. Pour ancrer le départ du régiment, une grande cérémonie est organisée au camp d'Auvour, devant l'état-major et les élus. Il y a aussi des soldats qui sont extérieurs au régiment et qui seront attachés au détachement pour le temps de la mission. Et donc c'est pour donner un sens, pour donner un nom de rattachement. Donc ce GTIA s'appellera le GTIA Richelieu, et aussi vis-à-vis des familles, des élus locaux. Ça leur permet de bien symboliser le départ du régiment avec tous ces renforts. Ces déploiements ont exigé des préparations spécifiques sur plusieurs mois. Chacun des hommes engagés a fait l'objet d'un entraînement au plus proche des conditions du terrain. 6 mois de préparation opérationnelle axée sur l'aguerrissement, donc le développement des compétences individuelles et collectives axées sur l'endurance, la combativité, l'agressivité, la résistance à la fatigue et au stress. Et le point d'orgue pour nous, ça a été 1 mois de projection dans un camp d'entraînement qu'on appelle Camp Jouers, qui est le plus grand camp d'entraînement d'Europe, avec notamment 40 km de long. Et ce camp, on y a passé 1 mois complet, donc 5 semaines. Et c'est là-dedans qu'on a forgé notre outil de combat, la connaissance et le partage de nos procédures communes. Et c'est là où on a développé notre cohésion. Sur place, au camp d'Auvour, c'est maintenant une base arrière qui va se constituer. Des militaires resteront en préparation. D'autres seront chargés d'assurer la liaison et le contact avec les familles. On termine avec des infos du côté du circuit L'Or et encore une mauvaise nouvelle. Une bonne et une mauvaise nouvelle, la 44e édition des 24 heures moto se tiendra, elle est programmée les 17 et 18 avril prochains, mais à huis clos. Voilà, bien sûr, la période d'engagement pour les concurrents ouvre ce jeudi 28 janvier et se clôturera le 18 mars 2021. L'an passé, l'épreuve était déjà reportée à plusieurs reprises. Elle avait tout de même rassemblé 39 machines, comme on dit à l'ACO. La bonne nouvelle, c'est que vous êtes là. Je n'ai que ça à dire. Merci. Allez, une page de pub, la météo qui n'est pas très clémente et on se retrouve juste après. On sera là, à tout de suite.